Si un parent pense que son enfant manipule, que se passe-t-il en fait vraiment dans la tête du parent et comment éviter ceci, justement? Mmh. Si le parent est convaincu que son enfant manipule alors que son enfant n'est pas du tout en âge de le faire, Oui, bon, bah là, on sait que c'est pas possible. Donc le parent a vraisemblablement une fausse croyance. D'une façon générale, dans la vie, quand on est convaincu des intentions de quelqu'un, mmh, je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête que c'est un peu suspect. Que la santé mentale et ce qui va nous aider, nous porter, c'est d'abord la flexibilité. Donc c'est d'avoir plusieurs hypothèses, peut-être certaines qui nous plaisent plus que d'autres, mais là, dans ce cas de figure, de développer d'autres hypothèses parce qu'on sait, c'est un état de fait en fait au niveau cérébral que ce qu'on ressent, c'est pas possible. Et mmh, d'avoir conscience que c'est ce qu'on ressent et les pensées sont pas des faits, c'est pas parce que je ressens ça que c'est vrai. Et oui, donc, qu'est-ce- peut-être que là, au moment où je pense ça, où je suis convaincue que mon petit enfant me manipule alors qu'il n'est pas en âge de le faire, bah, vraisemblablement, au niveau cérébral, je suis pas au maximum de mes moyens. Je suis pas au top de ma forme, hein. Je suis pas au maximum de mes compétences, en fait. mmh, Donc ça doit être à mon sens, un signal pour se dire: «OK, là, je suis pas en état, je fais pas des bons choix, j'ai pas des bonnes, déductions. Il faut que je puisse reprendre un petit peu mes capacités, souffler un coup, aller faire autre chose, essayer de passer la main si c'est possible». En tout cas, se donner un petit peu d'espace pour, laisser son cortex reprendre un petit peu d'activité parce qu'on est probablement un petit peu trop dans l'émotionnel et donc pas tout à fait en contact avec la réalité, ce qui est en train de se passer là pour le vrai ici et maintenant. on parlait de conditionnement tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler également de ce type de conditionnement? Du coup, le parent qui va être assailli par le stress va avoir une certaine déconnexion de son cortex orbitofrontal, donc cette partie du cerveau qui lui sert justement à raisonner et à se Mmh. raisonner et à même à réguler, son état, émotionnel ou son stress. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une forme de conditionnement également, le fait de pouvoir, hop, avoir ces pensées automatiques par rapport à une situation qu'on ne contrôle plus et qui nous stresse profondément? Alors, conditionnement, oui et non, parce que ça n'a pas été appris dans la même situation, mais effectivement, ça a été appris probablement dans une situation similaire. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que j'attribue à mon enfant quelque chose qui n'est pas possible? Mmh. D'où ça me vient en fait? Oui, Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le cerveau, il a tendance à décoder les situations par, similitude, par association. Donc, il va s'intéresser à la situation en référence à d'autres situations similaires et une des situations dans lesquelles il puise pour mmh, l'éducation des enfants, bah, c'est notamment sa propre expérience d'enfant. d'accord. Donc ça peut vraiment amener à se questionner sur, mais finalement, est-ce que, moi, comment j'étais quand j'avais cet âge-là? Est-ce qu'on m'a aussi attribué, des intentions, manipulatrices, ou autres? Et d'ouvrir un champ de réflexion qui donne un petit peu plus de souplesse et qui permet de se défaire de ces conditionnements, d'arriver à faire la part des choses, de: «Ah oui, OK, bon ça c'est ce qu'on m'a fait croire, hein, quand j'étais petit, c'est ce que j'ai D'accord. reçu, mais moi en tant qu'adulte, je peux revisiter ça en fait. J'ai d'autres, moyens de voir les choses et je peux être plus flexible que quand j'étais petit où j'ai tout absorbé tel quel». Ce que tu viens d'évoquer est très important puisqu'on a effectivement été, je reprends ce terme de conditionnement, mais on a reçu un type d'éducation pendant toute une enfance, à un moment où notre cerveau était plus ou moins fragile, où les connexions neuronales se faisaient. Donc on a pu créer comme ça tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, Mmh mh. des Mmh. sortes de trajets, Vas-y. neuronaux qui vont être réutilisés ensuite à l'âge adulte et on parle de Mmh. croyances, mais c'est un peu ça finalement, c'est le fait de se dire: «Bah, voilà, ce que fait mon enfant, c'est ce que moi j'ai fait et moi on m'a taxé justement de manipulation, donc mon enfant Mmh mh. manipule» et le Mmh. fait, voilà, le fait de pouvoir se dire: «Bah, j'ai la liberté de m'extraire de ce schéma d'interprétation, ça c'est une force, mais est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce qu'on peut arriver à ça, tout seul? Ah bah, heureusement. Heureusement, enfin tout seul. Je pense en échangeant avec d'autres parents, en échangeant avec, son pédiatre, avec d'autres professionnels, avec des lectures. Enfin, il y a mille et une façons d'être stimulé par rapport à ça. Je pense que le risque principal, en fait, par rapport à sa propre enfance, à l'éducation qu'on a reçue, c'est soit de reproduire la même chose, Oui. soit parce qu'on ne veut pas reproduire la même chose, de faire exactement l'inverse. Mais dans les 2 cas, on n'est pas en train de répondre à l'enfant pour ce qu'il est, on est en train de répondre à l'enfant en référence à des choses qui ne sont pas forcément résolues pour nous. C'est ça. Donc résoudre son passé, bah, ça se fait dans toutes sortes de choses de la vie quotidienne. Ça se fait Mmh. dans des groupes de parents, ça se fait dans des échanges, avec, d'autres parents qu'on côtoie, ça se fait en voyant d'autres parents fonctionner autrement avec leurs propres enfants. Oui. Ça se fait de mille et une façons, ça se fait en échangeant avec des professionnels aussi, dans des groupes d'aide à la parentalité, ça se fait en lisant, ça se fait de plein de façons.
Évidemment, plus le passé est traumatique, plus on a tendance à avoir le cortex qui est débranché, c'est-à-dire dans ces moments de crise. Et plus D'accord. on a beau savoir que c'est pas comme ça qu'on devrait faire, moins ça va être une ressource parce que l'aspect un peu automatique, Hmm. très convaincant au niveau émotionnel et l'enjeu de survie, évidemment, beaucoup plus fort, beaucoup plus important quand c'est vraiment une éducation qui a été franchement traumatique. Oui, Et ça veut dire là, que... il est probable Pardon. il y a plus probable qu'il y ait besoin d'intervention d'un professionnel. Ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir une très bonne volonté du parent et une volonté vraiment de s'extraire de ce schéma d'interprétation et très anxiogène finalement sur le long terme par rapport à des intentions données à l'enfant, etc., etc. Le fait d'apporter des réponses comme on le fait aujourd'hui, comme tu le fais aujourd'hui, en aidant à rationaliser, peut ne pas Mhm. suffire parce qu'il peut y avoir un trauma beaucoup plus profond qui empêche ceci. C'est ça, Mhm. en fait. Et là, Mhm. on a besoin vraiment d'être accompagné, Mhm. notamment par un psychologue. Je vais prendre une comparaison qui peut paraître très triviale, mais qui, je pense, parlera bien. On peut savoir que fumer, c'est pas bon, Oui. et puis continuer de fumer quand même. Mhm. On peut se dire, ah, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et puis à un moment donné, l'envie, elle est plus forte. En fait, il y a quelque chose derrière qui est la régulation de l'émotion. Il y a des moments où je suis mal, des moments où je suis angoissée, des moments où j'ai des émotions. Et pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement que de fumer, Oui. même si rationnellement, j'ai décidé que c'était pas ça qu'il fallait faire. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière quand j'ai besoin de fumer? Il y a des situations qui, vraisemblablement, ça vaut le coup d'aller creuser derrière. Il y a des trucs qui Mhm. me déclenchent, qui sont tellement forts que même si j'ai décidé que je voulais plus fumer, bah, je recraque. Et ben, c'est D'accord. la même chose, là. Même si j'ai décidé que je voulais pas éduquer mon enfant comme ça, il y a des moments, c'est la crise, les émotions, elles sont trop fortes et je Mhm. craque. Et après, je regrette. Oui. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi que la recherche met en évidence, et je trouve que ça aide vachement les parents à ne pas se mettre trop de pression. Évidemment, on fait de notre mieux, on n'essaie de pas craquer. Mais si jamais on craque, le fait ensuite de reprendre les choses avec l'enfant, d'en Mhm. parler avec l'enfant, sans se mettre six pieds sous terre, mais juste de reprendre les choses, de re-raconter ce qui s'est passé. Oh, maman, elle s'est fâchée super fort, elle a crié très fort, et d'échanger ensemble sur ce que l'enfant a vécu, sur le regard qu'on a après coup sur la situation, et de s'excuser simplement, là aussi, sans se mettre à plat ventre par terre, juste réparer en fait le mal qu'on a pu faire à l'autre. Ça a un impact très positif et ça limite l'impact de ces moments potentiellement effrayant, voire traumatisant pour l'enfant. Ça, je trouve que D'accord. c'est très utile à savoir. On a tendance, je pense, en tant que parent, quand on sait qu'on n'a pas assuré Mhm. à vouloir passer à autre chose, à pas en reparler. Oui. Et c'est dommage parce que ça semble vraiment diminuer les effets négatifs des moments difficiles comme ça, le fait d'en parler après coup et de s'excuser. Donc de verbaliser, bon, ça Mm. permet la guérison du lien, on va dire aussi, puisque malheureusement, il Exactement, est abîmé à un certain moment. Et ça donne un exemple vraiment fort à l'enfant, exactement. dans le sens où il va comprendre qu'on peut réparer les erreurs de cette manière-là, des erreurs, entre guillemets, Ouais. bien sûr. Qu'on peut commettre des erreurs, c'est pas dramatique. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour réparer? Qu'on Mhm. peut s'excuser sans s'effondrer et passer à autre chose Tout à fait. et essayer de D'accord. s'améliorer.